Claire Gallois, donc, qui va nous parler de la chimiothérapie néoadjuvante et adjuvante dans les cancers colorectaux. Merci beaucoup l'Académie de chirurgie de m'avoir invité à faire ce topo. Mes conflits d'intérêts. Donc, les objectifs de ce cours, c'est d'abord pourquoi on propose cette chimiothérapie adjuvante dans le cancer du côlon localisé, pour qui on peut la proposer, quel protocole on choisit et combien de temps entre 3 mois et 6 mois. Donc, pourquoi on la propose? C'est pour tuer ces fameuses cellules tumorales résiduelles après la résection R0, avec comme but ultime la guérison, améliorer la survie sans maladie et la survie globale à long terme. Et toute la problématique de ce traitement adjuvant, ici je vous montre pour le stade 3 à gauche, c'est que finalement la majorité des patients, 60%, sont guéris par la chirurgie seule et sont donc exposés inutilement aux toxicités de la chimiothérapie. À l'inverse, 20% des patients vont récidiver malgré cette chimiothérapie adjuvante et on estime seulement à 15-20% les patients qui bénéficient réellement de cette chimiothérapie. Et donc, quand on a notre patient en consultation, il faut bien réfléchir en fonction du risque de récidive, du risque de toxicité de cette chimiothérapie et du bénéfice qu'on pense pour cette tumeur-là de la chimiothérapie. Donc, il faut d'abord commencer par bien respecter les bonnes pratiques cliniques. Est-ce que mon patient est d'abord éligible à une chimiothérapie en fonction de son âge, ses comorbidités, son espérance de vie? Et ensuite, doser l'uracylémie pour rechercher un déficit enzymatique en DPD, car de façon très rare, on proposera une chimiothérapie adjuvante à un patient qui a un déficit partiel en DPD. Il faut vraiment qu'il ait un risque élevé de récidive, et dans ce cas-là, ça serait avec une discussion avec le patient en adaptant les doses, etc. Mais il faut que ça rentre en ligne de compte. Car ce déficit en DPD, si on ne le dépiste pas, le 5FU est responsable de 500 décès toxiques en France pour des patients qui sont potentiellement guéris par la chirurgie seule. Donc ça a d'autant plus son intérêt. Et dans ce cas-là, on dose l'uracylémie qui est très facile à doser, qu'un turnover rapide, qui est peu cher. Donc ensuite, on va réfléchir en fonction du stade. Donc pour le cancer du stade 3, on a d'abord démontré le bénéfice du 5FU adjuvant et ensuite avec l'essai Mosaïque publié en 2004, on a démontré le bénéfice de l'ajout de l'oxaliplatine au 5FU sur la diminution du risque de récidive pour ces cancers du côlon de stade 3 avec 23% de réduction de risque de récidive juste avec l'ajout de l'oxaliplatine. Cet essai de phase 3 a été confirmé par deux autres essais de phase 3 qui ont montré la même amplitude de bénéfice de cet ajout de l'oxaliplatine au 5FU ou à la capecitabine. Donc, les deux protocoles validés sont le Folfox et le Capox. Et ensuite, l'étape d'après, c'est combien de temps on propose de chimiothérapie adjuvante. Donc, c'était la question de l'étude IDEA, qui est une très grosse étude. C'est en fait une analyse poolée de 6 essais de phase 3 dans 12 pays, qui inclut plus de 12 000 patients et qui a comparé pour les patients qui ont un cancer du côlon stade 3, deux durées de chimiothérapie adjuvante, 3 mois, 6 mois. Et la particularité de cet essai, c'est que le protocole était laissé au libre choix de l'investigateur entre le Capox et le Folfox, ce qui complique l'interprétation des résultats, vous allez le voir juste après. Et donc, c'est un objectif de non-infériorité entre ces deux durées de chimiothérapie. Donc, stricto sensu, dans la population globale de cette étude, sur le critère de jugement principal qui était la survie sans maladie à 3 ans, la non-infériorité n'a pas été démontrée, car l'intervalle de confiance a dépassé la borne de 1,12 pour la hazard ratio. Mais vous pouvez voir que les courbes sont globalement très proches et que la différence absolue de survie sans maladie à 3 ans est quand même très faible, de 0,9%. Comme attendu, le fait de diminuer la durée de chimiothérapie à 3 mois diminuait de façon importante le risque de neurotoxicité. Et lorsqu'on va un peu plus loin dans les sous-groupes de patients, on considère les patients à bas risque comme les T1 à T3, N1 et les patients à haut risque T4 et ou N2. On voit que globalement, les courbes entre 3 mois et 6 mois sont similaires pour les bas risques et pour les hauts risques, 3 mois semble faire moins bien que 6 mois de chimiothérapie. Et pour aller encore plus loin dans les sous-groupes de sous-groupes en fonction du protocole de chimiothérapie entre le Capox et le Folfox, on voit qu'il y a une différence avec, pour les tumeurs à bas risque, chez les patients qui sont traités par Capox, 3 mois est non inférieur à 6 mois. Et c'est pour ça qu'on propose Capox 3 mois en priorité pour les tumeurs à bas risque. À l'inverse, pour les tumeurs à haut risque, T4 et ON2, traités par Folfox, 3 mois est inférieur à 6 mois. Et dans les deux autres cas, la non-infériorité n'est pas prouvée, mais 3 mois n'est pas non plus inférieur à 6 mois. Bon, tout ça est un peu compliqué. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les stades 3 à haut risque T4 et ON2, qu'on soit MSI ou MSS,
Globalement, on proposera Folfox ou Capox 6 mois. Dans le TNCD, il y a une alternative qu'on peut discuter de Capox 3 mois chez ces patients, car Capox 3 mois n'est pas inférieur à Capox 6 mois pour les hauts risques, mais c'est seulement pour le TNCD et pas pour les recommandations européennes. Et pour les stades 3 à bas risque, on proposera globalement du Capox 3 mois, avec comme alternative également du TNCD, le Folfox 3 mois pour ces tumeurs à bas risque. Donc, pour être schématique, Folfox 6 mois pour les T4 ou N2 et Capox 3 mois pour les bas risques. Et donc ensuite, on a fait une analyse poolée de 12 essais thérapeutiques de phase 3, adjuvants dans le cancer du côlon de stade 3. On a sélectionné que les patients qui recevaient du Folfox ou du Capox 6 mois. Et on a démontré que chez ces patients où on décide 6 mois, le fait d'arrêter toute la chimiothérapie avant 3 quarts des cycles était associé à un mauvais pronostic. En revanche, le fait d'arrêter l'oxaliplatine seule tout en continuant la fluoropyrimidine avant 3 quarts des cycles, ce qui est souvent le cas en pratique pour ce problème de neurotoxicité, il n'y avait pas d'impact sur le risque de récidive et sur la survie globale. Et seuls les patients qui recevaient moins de 50%, donc moins de 3 mois d'oxaliplatine, avaient un risque de récidive plus élevé. Donc, ce qu'on a conclu sur ce premier travail, c'est que lorsque l'on choisit 6 mois, c'est important d'aller jusqu'au bout. Et le 5-FU est vraiment la molécule la plus importante dans cette chimiothérapie, ou la capecitabine. Il faut bien sûr arrêter l'oxaliplatine dès qu'on a un grade 2. Et lorsqu'on a fait les 3 mois de bithérapie, si on sent que ça peut éventuellement être la cure de trop pour cette neuropathie, on est entre un grade 1 et un grade 2, le fait d'arrêter l'oxaliplatine après les 3 premiers mois de traitement n'impacte pas le pronostic et peut vraiment améliorer la qualité de vie des patients. Donc ensuite, pour les cancers du côlon stade 2, la particularité des stades 2, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité de pronostic par rapport au stade 3. Vous voyez que les T4B-N0 ont un pronostic moins bon que finalement les stades 3 à bas risque qu'on traite tous par chimiothérapie adjuvante. Tout stade 2 confondu, vous voyez que le bénéfice de la chimiothérapie est encore plus faible. On estime seulement à 3-5% les patients qui bénéficient réellement de la chimiothérapie adjuvante pour ces stades 2. Les données qu'on a pour les stades 2 sont finalement pas très importantes dans les essais. Il y a l'étude CASAR qui a été publiée il y a très longtemps, qui avait inclus plus de 3000 patients avec un stade 2, qui avait montré une tendance à l'amélioration de la survie pour le 5-FU adjuvant comparé à la surveillance. Et il y avait également une diminution du risque de récidive à 2 ans de 30%. Et ensuite, pour l'oxaliplatine, dans l'essai mosaïque, les patients qui avaient un stade 2 à haut risque avaient pu être inclus. Et lorsqu'on regarde ces patients de stade 2 à haut risque, qui étaient définis comme les T4N0 ou moins de 10 ganglions examinés ou tumeurs perforées, il y avait une tendance à l'amélioration de la survie sans maladie et de la survie globale avec l'ajout de l'oxaliplatine, mais c'était non statistiquement significatif. Et donc, lorsque l'on a en RCP une discussion pour un stade 2 pour un patient, il faut bien prendre en compte tous les facteurs de risque, avec d'un côté les facteurs de risque qu'on dit intermédiaires, c'est la tumeur perforée, les emboles veineux, périnerveux, lymphatiques, la différenciation pauvre seulement pour les tumeurs MSS, car ce n'est pas de mauvais pronostic pour les tumeurs MSI. Pour certains auteurs, l'occlusion tumorale opérée en urgence. Et de l'autre côté, les facteurs qu'on dit à haut risque, c'est les T4N0 et les moins de 12 ganglions examinés. Il est également très important d'avoir le statut MSI lorsque l'on parle d'un stade 2 en RCP, car les stades 2 MSI ont un excellent pronostic. On proposera exceptionnellement une chimiothérapie adjuvante à un stade 2 MSI. On pourra le voir après peut-être pour les T4B N0. Et en tout cas, si on discute une chimiothérapie à un stade 2 MSI, il faut que ça soit à base d'oxaliplatine, car il y a eu cette étude publiée en 2010 qui montrait que le 5-FU seul, sans même être délétère, pour ces stades 2 MSI. Donc, il est indispensable d'avoir ce statut. Mais de toute façon, maintenant, on l'aura sur les biopsies au diagnostic. Donc, on aura cette information tout de suite. Ensuite, pour la durée, vu qu'on diminue la durée pour les stades 3, est-ce qu'on ne peut pas aussi diminuer la durée pour les stades 2 de chimiothérapie à base d'oxaliplatine pour les hauts risques? Et donc, il y a eu 4 essais IDEA qui avaient pu inclure ces stades 2 à haut risque. Et donc, il y a une analyse poolée de ces 4 essais IDEA. Donc, plus de 3000 patients inclus. Quand on compare 3 mois à 6 mois, là encore, la non-infériorité n'est stricto sensu pas démontrée. Il y a encore un effet du protocole, avec, vous voyez, 3 mois de Capox qui fait finalement pareil que 6 mois de Capox, alors que Folfox 3 mois fait moins bien que Folfox 6 mois. Et donc, on en arrive aux recommandations pour les stades 2 à haut risque, c'est-à-dire les T4 ou moins de 12 ganglions examinés ou plusieurs facteurs de risque.
on propose en gros du Capox 3 mois, mais il y a également pour 6 mois qui est possible, mais en majorité, on propose du Capox 3 mois. Petit bémol pour les MSI à haut risque, on discute la chimiothérapie adjuvante que pour les T4N0, voire seulement pour les T4BN0, c'est-à-dire qu'on a vraiment un facteur de risque important sur ces critères-là pour ces tumeurs MSI. Ensuite, pour les stades 2 à risque intermédiaire, si elles sont MSS, on proposera une fluoropyrimidine seule pendant 6 mois. Et dans tous les autres cas, on fera une simple surveillance, ce qui est la majorité des cas. Ensuite, pour les patients âgés, la question se pose, est-ce que c'est justifié chez les patients âgés, déjà qu'est-ce qu'un patient âgé, de faire ce traitement adjuvant? Est-ce que c'est justifié d'ajouter de l'oxaliplatine? Comment on peut aller plus loin? Donc, comme vous savez, la population âgée est très hétérogène sur l'état fonctionnel, nutritionnel, l'état cognitif, etc. Il faut vraiment réfléchir en fonction de l'âge physiologique et non de l'âge chronologique. Donc, le 5FU marche chez les patients de plus de 70 ans de façon similaire aux patients de moins de 70 ans. Il n'y a pas beaucoup plus de toxicité. Donc, c'est la référence chez les patients de plus de 70 ans. Pour l'oxaliplatine, les résultats sont contradictoires dans la littérature. D'un côté, il y a une première méta-analyse qui montre que les patients de plus de 70 ans ne bénéficient pas de cet ajout de l'oxaliplatine, mais c'était des stades 2 et 3 confondus. Sur la deuxième méta-analyse à droite, il y avait un bénéfice chez les patients de plus de 70 ans de cet ajout de l'oxaliplatine, et c'était seulement des stades 3 qui étaient inclus dans cette analyse poolée, mais ce bénéfice, on voit qu'il est quand même moins important que chez les patients de moins de 70 ans. Donc, dans le TNCD, la référence pour ces patients de plus de 70 ans, c'est une fluoropyrimidine seule. Mais finalement, la moitié de nos patients ont plus de 70 ans. C'est une population très hétérogène. Bien sûr, on garde le Folfox ou le Capox pour les patients éligibles qui ont l'indication à cette chimiothérapie. On avait publié une autre analyse poolée de 12 essais pour les cancers du côlon de stade 3 chez les patients qui recevaient 3 mois ou 6 mois de Folfox ou Capox adjuvant. Sur les 17 000 patients, il y a plus de 4 000 patients qui avaient plus de 70 ans. Et en fait, on a montré que finalement, le temps à récidive entre les plus de 70 ans et les moins de 70 ans était le même, qu'on soit traité par 3 mois ou 6 mois de chimiothérapie, démontrant un certain bénéfice de cet ajout de l'oxaliplatine chez ces patients de 70 ans qui étaient bien sûr éligibles à l'inclusion dans des essais thérapeutiques, donc fit pour cette chimiothérapie. L'essai qui répondra aux bénéfices de l'oxaliplatine, c'est l'essai ADAGE qui va bientôt se terminer, qui pose la question chez les patients qu'on dit harmonieux de l'ajout de l'oxaliplatine pour les stades 3 par rapport à la fluoropyrimidine seule. Et pour les patients fragiles, on randomise entre fluoropyrimidine seule et surveillance. Donc pour le traitement adjuvant, pourquoi on peut réfléchir au traitement néoadjuvant dans le cancer du côlon, qui n'est pas la référence aujourd'hui? Les arguments qui sont contre, c'est que finalement, on augmente le délai à la chirurgie. Le patient pourrait potentiellement progresser sous cette chimiothérapie néoadjuvante, donc une perte de chance. Il peut s'occlure sous chimio, il peut être exposé à des toxicités de la chimiothérapie alors il peut être guéri par la chirurgie seule, si c'est un stade 2. Et peut-être que ça augmente les complications post-opératoires, le fait de faire de la chimiothérapie avant. Mais les arguments pour, c'est que finalement, c'est développé dans nombreux autres cancers gastro-intestinaux. Ça permet peut-être une meilleure observance du traitement parce qu'on n'est pas limité par les complications post-opératoires. Ça permet de traiter sans délai les micrométastases, peut-être une meilleure résécabilité avec la fonte tumorale. Ça permet d'évaluer également la chimiosensibilité et de prévoir un temps de préhabilitation avant la chirurgie, notamment sur le plan nutritionnel. Donc, le premier essai de phase 3 qui a été publié, c'est l'essai anglais Foxtrot, qui inclut plus de 1000 patients, hein, c'est un gros essai, qui inclut des patients avec une grosse tumeur T3 classée au scanner ou T4, résécable. Et donc, ils étaient randomisés entre 3 cycles de Folfox néoadjuvant et la chirurgie d'emblée. Et donc, cet essai a démontré la faisabilité de cette stratégie, car les patients allaient autant à la chirurgie que les patients opérés d'emblée, dans 98% des cas. Il n'y avait pas plus de complications post-opératoires chez les patients qui recevaient 3 cycles de Folfox néoadjuvant. Il y avait même numériquement moins de lâchage d'anastomose, hein, dans 4% des cas versus 7,4% dans les patients opérés d'emblée. Et c'est un essai positif sur son critère de jugement principal qui est critiquable, hein, qui était le taux de récidive ou de maladie persistante à 2 ans, car il était significativement plus bas chez les patients qui recevaient les 3 cycles néoadjuvants de Folfox, ça passait de 21 à 16%.
Il y avait 4% de patients qui sont occlus sous cette chimiothérapie néoadjuvante, ce qu'on retrouve dans d'autres essais, un downstaging intéressant, une meilleure régression, plus de résection R0 dans cet essai, et 4% des patients qui étaient en réponse pathologique complète. Ce qui a été montré également dans d'autres études, c'est que les tumeurs MSI ne répondent pas bien à la chimiothérapie néoadjuvante. De toute façon, c'est l'immunothérapie qui va arriver pour ces tumeurs si on se pose la question de néoadjuvant, qu'il n'y avait pas de bénéfice d'ajouter un anti-EGFR chez les patients RAS non mutés. Le deuxième essai de phase 3, c'est l'essai chinois Optical, qui est une grosse étude également. Plus de 700 patients inclus avec globalement les mêmes critères d'inclusion que Foxtrot. La seule différence, c'est que là, on a un temps encore plus long de chimiothérapie néoadjuvante, de 3 mois, par du Folfox ou Capox. Et le critère de jugement principal, cette fois-ci, la survie sans maladie à 3 ans. Et donc, cette étude est négative sur son critère de jugement principal. Il y avait seulement une tendance à une diminution de cette survie sans maladie. Étonnamment, il y a un bénéfice en survie globale avec la chimiothérapie néoadjuvante et 7% de réponse pathologique complète, ce qui semble un peu plus important, peut-être avec le temps plus long de chimiothérapie néoadjuvante par rapport à Foxtrot et pas plus de complications post-opératoires. Le gros problème du néoadjuvant, c'est le staging, comme le disait Thierry André, sur le scanner, car finalement, dans ces essais, dans le bras chirurgie d'emblée, alors qu'ils étaient censés avoir des grosses tumeurs. Quasiment 25% des patients avaient un stade 2, voire un stade 1, enfin un stade 2 à Baris, voire un stade 1. Et donc, il y a un risque de surtraiter un bon nombre de malades avec cette chimiothérapie néoadjuvante. Donc, on s'améliore sur ce staging radiologique, peut-être avec de la radiomique, de l'intelligence artificielle ou de l'ADN tumoral circulant. Mais en tout cas, il faut qu'on s'améliore sur cette évaluation du risque de stade 3 initial. Ensuite, comment on peut aller plus loin, comme au stade métastatique, avec tout ce démembrement moléculaire et toutes les nouvelles thérapies ciblées qui arrivent. Donc, tout d'abord, avec les tumeurs MSI, donc, comme je vous ai dit, la chimiothérapie néoadjuvante ne marche pas bien. Je vais aller vite sur effectivement l'immunothérapie néoadjuvante qui a montré des résultats très impressionnants, avec ici les CNICH de plus de 100 patients inclus, avec un schéma court de nivolumab, ipilimumab, donc anti-PD1, anti-CTLA4 avec plus aucune cellule tumorale dans 67% des cas sur la pièce opératoire. On a eu les résultats à long terme à l'ESMO sur la survie sans maladie à 3 ans qui est de 100%. Donc c'est probablement une population très sélectionnée. Cette population de niche 2, c'est monocentrique, mais en tout cas des résultats vraiment impressionnants. On a eu l'étude française Imhotep qui a inclus des patients donc localement avancés avec un cancer du côlon où on testait le pembrolizumab, donc anti-PD1 seul. Au départ, c'était juste une injection à 400 mg et ensuite il y a eu un amendement pour ajouter une deuxième injection donc à 6 semaines d'intervalle. Et donc dans cet essai, avec un cycle de pembrolizumab, on a l'impression qu'on fait quand même moins bien que la double immuno de niche, avec seulement 46% de réponse pathologique complète. Et finalement, en allongeant cette immunothérapie simple, on arrive à 68% de réponse pathologique complète. La seule étude qui a comparé simple immuno versus double immuno, c'est cet essai de phase 1 chinois, mais c'était 2 schémas courts pour les deux et qui a montré que le taux de réponse pathologique complète était plus important de 78% avec la double immuno comparée à la simple. Et donc, avec tous ces nombreux designs différents, à chaque fois jamais comparé à la prise en charge standard qui est la chirurgie d'emblée, il est difficile de choisir, enfin en tout cas si on discute de l'immunothérapie, qu'est-ce qu'on fait entre la simple, la double, la durée. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, il semble avoir moins de réponses quand on fait une simple immuno en schéma court et que si on fait un traitement plus long, peut-être qu'on arrive à peu près au même résultat, mais de toute façon, on ne peut pas comparer les essais entre eux. Et après, c'est quel est le niveau de risque de cette immunothérapie? Comme on disait tout à l'heure, c'est que finalement, il y a quand même si c'est extrêmement rare, des décès. Dans Imhotep, il y a un patient qui est mort d'une myasthénie. Les autres sont morts probablement sur des déviations au protocole. Ils étaient très fragiles. Il y a des tumeurs qui se compliquent lorsqu'elles répondent à l'immunothérapie avec des occlusions ou des fistules. Donc, c'est souvent associé à de la réponse, mais c'est quand même des complications sur l'immunothérapie. Des patients, effectivement, qui ont des endocrinopathies qui peuvent rester à long terme. Mais globalement, il faut retenir que c'est une bonne tolérance. Mais chez des patients qui sont en partie guéris par la chirurgie seule, ça pose un problème d'exposer à ces toxicités de l'immunothérapie. Et on n'a pas d'essai randomisé immunothérapie versus chirurgie d'emblée suivie de la chimio. Et lorsque l'on regarde l'étude de Romain Cohen à gauche, donc c'était une analyse poolée accent
que les stades 3 où ils ont tous reçu du Folfox et du Capox adjuvant. Pour les MSI à bas risque, finalement, il y en a 10% quand même qui récidivent à 3 ans et plus de 30% qui récidivent à 3 ans pour les MSI à haut risque qui ont tous reçu du Folfox ou du Capox adjuvant. Comparé, bon, bien sûr, on ne peut pas comparer les deux parce que Niche 2, c'est quand même une population, je pense, très sélectionnée où il y a 0 récidive à 3 ans pour ceux qui ont reçu ce schéma court de double immunothérapie. Donc, dans le TNCD, donc la référence pour les tumeurs MSS localement avancées, c'est chirurgie d'emblée. On peut discuter en option la chimiothérapie néoadjuvante avec 3 ou 4 cycles de Folfox. Pour les MSI, la référence reste la chirurgie et essayer d'inclure au maximum dans un essai qui teste l'immunothérapie néoadjuvante avec en option pouvoir le discuter chez les patients qui ne sont pas éligibles à un essai, qui ont une chirurgie potentiellement délabrante ou un risque opératoire élevé. Après, voilà, avis avec un centre expert qui ont l'habitude de prendre en charge ces tumeurs. Et bien sûr, inclure dans tous les essais thérapeutiques néoadjuvants, dont l'essai NeoRAF qui est en cours, que je coordonne pour les patients BRAF mutés, où on teste l'encorafenib cetuximab en situation néoadjuvante et on prend en gros les mêmes critères que Foxtrot, c'est les gros T3 et les T4 au scanner. Donc, je ne vais pas parler de l'ADN tumoral circulant parce que Julien va en parler juste après, mais c'est le biomarqueur qui va probablement changer nos pratiques dans un futur très proche, qui est un biomarqueur de récidive extrêmement important. Et dans les conclusions, je voulais juste rajouter, parce que ça a été communiqué très récemment et c'est une grosse actualité dans le cancer du côlon localisé, c'est qu'il y a eu à l'ASCO GI, donc très récemment, fin janvier, la communication d'un essai de phase 3 qui est l'essai Alaska, qui inclut des patients avec un cancer du côlon localisé opéré, où en fait, ils testaient l'aspirine 160 mg par jour pendant 3 ans, avec plus ou moins chimiothérapie, chez les patients qui avaient une mutation du gène PI3K ou de la voie PI3K. Il y avait d'autres mutations, notamment PI3KR1, PTEN, et qui montraient un bénéfice important sur la diminution du risque de récidive. C'est un essai positif avec l'aspirine pendant 3 ans. Et donc ça, il faudra réfléchir de comment on peut screener nos malades à un stade localisé, parce que c'est vrai que c'est un traitement qui est globalement bien toléré et qui apporte vraiment un bénéfice. Donc voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Claire. Donc, en fait, pour ce résumé, pour vous chirurgiens, dans les messages que tu nous as donnés, il y a un message hyper important et c'est toi qui as signé le papier. C'est l'histoire de faire gaffe à la neuropathie de l'oxaliplatine. Il est vrai qu'on n'a pas la preuve que faire plus que 6 cycles avec de l'oxaliplatine, 6 avec le Folfox ou 4 avec l'Oxelox, finalement, ça a quelque chose. Et il ne faut pas oublier, quand on traite un patient par oxaliplatine avec un stade 3, on va en traiter 100 pour apporter un bénéfice au maximum à 5 patients. Donc, avec les données que tu as données, c'est extrêmement important d'arrêter l'oxaliplatine pour éviter au maximum ce risque de neuropathie qui enquiquine la vie des patients pour un gain après 3 mois qui est probablement nul. Tu nous l'as démontré. Donc ça, il faut vraiment se battre parce que c'est un message qu'on a beau marteler, ça passe pas toujours dans la pratique et les gens ont la trouille, les oncologues ont la trouille d'arrêter parce que je ne sais pas pourquoi, mais il faut arrêter l'oxaliplatine précocement. Le deuxième message que tu nous as fait passer, c'est que le standard, c'est l'adjuvant, que le néoadjuvant, ce n'est pas le standard, mais que c'est possible si voilà, ça ne fait pas plus mal. Ça, on en est certain que l'adjuvant. Et ça, c'est important parce que dès qu'une tumeur est un tout petit peu limite pour vous, donc pas de problème pour faire du néoadjuvant. Comme tu l'as dit, l'étude anglaise a plein de travers. Notamment, on a fait une lettre dans le JCO, 11% de R1 dans du côlon, c'est beaucoup dans le bras standard. Hein. La troisième chose, c'est que les stades 2, on est dans la panade sur les indications de la chimiothérapie adjuvante. On ne s'en sort pas. Finalement, le gain de la chimiothérapie est microscopique. Il y a beaucoup d'équipes qui font plus de chimiothérapie adjuvante au stade 2. Les guidelines sont vraiment super agressifs dans l'attitude de la chimiothérapie, avec un niveau de preuve qui est très faible avec l'oxaliplatine. On a fait une méta-analyse où on montre que ça n'a pas d'intérêt dans les stades 2. Donc les stades 2, on attend Julien qui va nous dire comment on fait dans les stades 2 et c'est vraiment l'ADN circulant qui doit nous sauver parce qu'aujourd'hui, l'indication des chimiothérapies dans les stades 2, c'est vraiment faire beaucoup de chimiothérapie pour un bénéfice qui est
très, très petits qui enquiquinent beaucoup de patients pour rien. Moi, personnellement, on en fait de moins en moins à Saint-Antoine et on les inclut dans une étude qui s'appelle Circulette, dont Julien va vous parler. Justement, pour les stades 2, ça pose quand même un problème parce que quand on fait des expertises, fréquemment des patients qui ont eu des stades 2 sans facteur de risque particulier, ils avaient 12 ganglions, T4, mais ils portent plainte parce qu'il y a une progression de leur maladie, ils se retrouvent 6 mois après avec des métastases et ils attaquent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense voilà, il y a des guidelines, c'est les stades 2 sans aucun facteur de risque. Les guidelines, c'est de ne pas faire de chimiothérapie. Donc, le médecin ne peut pas être attaqué. La médecine est une science complexe où il y a il y a des patients qui vont chuter. Il y a des guidelines. Alors, c'est plus embêtant si, voilà, s'il y a des facteurs de risque, c'est plus embêtant que s'il n'y en a pas. Parce que s'il y a des facteurs de risque, en effet, on peut se retrouver dans une situation, dans une situation complexe. Mais voilà, il y a quand même une littérature qui montre que, en plus, l'étude qui a montré le bénéfice de la chimiothérapie a été publiée en 1990, à un moment où il y avait 6 ganglions sur les comptes rendus anapathes et où il y avait probablement plein de stade 3. Donc il y a beaucoup de gens, le pronostic des stades 2 opérés par vous a considérablement amélioré avec au jour d'aujourd'hui, c'est plus 80-85% de patients qui sont guéris sans chimiothérapie. Donc, je pense dans une expertise, on peut voilà, exposer la complexité de la situation et expliquer en tout état de cause, on ne peut pas considérer que la chimiothérapie est un standard dans les stades 2. Est-ce qu'on peut, Julien, qui peut... Bonjour à tous. Claire, moi, j'ai une question pour les stades 2 justement. Les guidelines, c'est pas très très clair. Les facteurs de risque mineurs, c'est un petit peu problématique. Donc, on dit quand il y en a plus d'un, on peut passer à 6 mois de Folfox ou 3 mois de Capox. Mais est-ce que enfin, comment tu fais en pratique? Moi, j'avoue, hein, pourtant, j'ai bien bossé le sujet, mais je n'ai toujours pas d'idée très claire. Par exemple, si tu as un embole vasculaire, un engaînement périnerveux, est-ce que ça suffit à passer du 5FU seul au 5FU plus oxaliplatine? Thierry nous dira non, ça on a compris. Mais toi, tu penses qu'à quel moment, sur les T4 et les moins de 12 ganglions, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, mais les autres facteurs, c'est pas si simple. Moi, j'ai tendance à rester sur la fluoropyrimidine le plus souvent seul. Moi aussi, bah, sur le critère embole veineux, périnerveux, lymphatique, effectivement, si on a deux, je pense que je resterai sur la fluoropyrimidine. Après, la tumeur perforée, en plus d'un autre facteur de risque, je pense que je passerai plus parce qu'il y a tumeur perforée, à la chimiothérapie avec l'oxalie. Mais encore une fois, ça repose sur pas grand-chose, hein, Et une autre remarque, tu as montré les courbes de l'article de Romain Cohen et de Myriam Chalabi en disant on passe de 90 à 100%. Mais tu as aussi montré que dans 25 à 33% des cas, on se trompe sur le stade et on a des stades 2 à Baris, voire des stades 1. Ouais. Donc, du coup, ceux-là, quand ils sont MSI, ils sont probablement presque à 100% de guérison, en tout cas plus de 95. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut pas avoir le raisonnement inverse et dire que finalement, on passe plutôt de 90-95% à 100% que de 70-80 à... Bah, Donc, c'est tout le problème du néoadjuvant. On ne sait pas comment elles étaient au départ. Et d'autant plus, je pense, dans les tumeurs MSI qui peuvent avoir beaucoup de ganglions très inflammatoires où on les surclasse. Et c'est souvent des grosses tumeurs. Et au final, sur la pièce opératoire, ce n'est pas un T4. Voilà. Donc, d'autant plus dans ces tumeurs MSI, on risque de les surclasser au scanner. J'avais une question aussi pour vos choix de chimiothérapie. À un moment donné, vous disiez, je regarde les ganglions et si j'ai des cellules tumorales isolées, ça peut peut-être m'orienter dans une de vos diapos sur une chimio. Mais comment vous trouvez ces cellules tumorales isolées dans les ganglions? Vous faites de l'immunohisto sur tous vos ganglions? Ça, c'est pas fait par les anapathes. C'est ce fameux critère de facteur de risque intermédiaire cellules tumorales isolées. Je trouve que c'est pas forcément fait par les anapathes et ça a été décrit par un auteur. C'est pas vraiment recommandé comme facteur de risque. Parce que c'est un tel boulot de le faire. De toute façon, on n'a pas l'information. Des études avec l'immunohistochimie. Et puis, il y a les anapathes qui décrivent de temps en temps, qui ne peuvent pas dire que le ganglion est positif, parce qu'ils trouvent que quelques rares cellules dans le ganglion. Ça, c'est un cas de figure très rare, mais qu'on voit parfois dans nos comptes rendus et qui nous embête bien. Mais là, on a tendance à être prudent là, dans ces cas-là. Voilà. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé du tout, c'est les tumeurs déposites. C'est important d'en dire un mot. Qui est un facteur de risque effectivement supplémentaire. C'est les fameux les dépôts tumoraux, c'est maintenant le classement N1C, c'est les petits dépôts tumoraux qu'on voit au pourtour de la tumeur
et qui ne sont pas dans une structure ganglionnaire et qui sont un facteur de risque supplémentaire à prendre en compte dans nos comptes rendus d'ANAPAT. Mais ça, donc, c'est parce qu'on est en Et train ça de rajoute, travailler là-dessus avec Julien et avec les Américains sur la nouvelle classification TNM. Parce que finalement, le déposit, il est considéré que s'il n'y a pas de ganglion. Mais s'il y a un ganglion, il n'est plus considéré. Donc, on ne le voit plus. Il n'est plus dans la classification TNM. Et il est probable que ces tumeurs déposites, finalement, c'est des ganglions qui ont perdu leur structure ganglionnaire. Et il est probable que c'est vraiment un facteur pronostic important. Et donc, les compter a probablement un sens, et a même sûrement un sens. On a publié un papier là-dessus dans l'étude IDEA. Plus on a de tumeurs déposites, plus le risque de rechute est important. Et qu'en fait, dans la classification TNM et dans les guidelines, c'est pas pris en compte. Et il est probable que ça va changer dans les années qui viennent, parce que de plus en plus, on tient compte de ces tumeurs déposites. Voilà, quand on a 10 déposites, c'est très, très grave, hein. C'est en fait probablement un N2 très grave, et pas du tout un N1 comme c'est mis dans le compte rendu ANAPAT. Donc ça, il faut regarder un peu aussi ces tumeurs déposites qui vont probablement être plus pris en compte dans le futur, dans l'analyse pronostique et pour les indications de traitement. Bien qu'on n'ait que le Folfox qui ne bouge pas depuis, et le Xelox depuis 2024. Donc, on est impatient d'avoir mieux. Peut-être que tu dises que le Folfirinox est évalué en adjuvant et qu'on aura les résultats, parce qu'il y a une étude qui a comparé Folfox à Folfirinox, dont on attend les résultats une étude française que on travaille avec Julien et Jafar Benouna avec les 3 groupes qui font ça. Est-ce que le Folfirinox fait mieux que le Folfox? On le saura dans 1 ou 2 ans. Ouais. Bon, merci beaucoup.